Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. De nombreuses questions encore ce soir, au lendemain du crash de l'Airbus de la Germanwings, une catastrophe aérienne qui a fait, vous le savez, 150 morts. Et il faut bien le dire, on n'en sait pas plus ce soir. Le bureau enquête analyse n'a pas donné beaucoup d'informations tout à l'heure lors de sa conférence de presse. Ce que l'on peut dire, c'est que l'une des boîtes noires est toujours en cours d'analyse et que l'autre boîte noire, n'a toujours pas été retrouvée. On va en parler avec nos invités, avec vous, François Granger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes pilote de ligne et expert enquête accident. Avec nous, Malik Aïtodia, bonsoir. Vous êtes psychologue, membre du centre psychotrauma de l'Institut de victimologie de Paris. Et on en parlera ce soir des victimes, de quelle manière elles sont prises en charge, s'il est important pour elles de récupérer les corps. Il y a en tout cas de nombreuses questions autour du travail de deuil. Général Vincent Lanata, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Et puis avec nous, Philippe Le Caplin, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de l'aviation à RFI, à Radio France Internationale. Alors avant de commencer ce débat, on va écouter, si vous le voulez bien, le patron du BEA, du Bureau Enquête Analyse. Il a donné tout à l'heure une conférence de presse. Quelques difficultés ont été rencontrées pour les lire. Nous avons à l'instant réussi à en extraire un fichier de données audio utilisable. Il est beaucoup trop tôt pour en tirer la moindre conclusion sur ce qui s'est passé. Il va y avoir à la suite de ça, sur ce fichier audio, un travail détaillé pour comprendre et interpréter à la fois les sons et les voix qui peuvent être entendues sur ce fichier audio. Alors avant de parler de l'enquête avec nos invités, on va rejoindre à Seine-les-Alpes notre envoyé spécial Karim Akiki. Karim, bonsoir. La nuit qui est tombée, désormais, où en sont les opérations de secours ? Elles se sont arrêtées purement et simplement. Le balai d'hélicoptère incessant s'est arrêté à la tombée de la nuit. Je me suis entretenu avec l'un des responsables secouristes. Il m'a dit qu'ils ont travaillé jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière lueur du jour, pour essayer de retrouver la deuxième boîte noire. Et puis nous avons une information, des corps ont été remontés par hélicoptère. Nous avons vu passer plusieurs camions frigorifiques de la gendarmerie, du service d'enquête de la gendarmerie qui a remonté les corps. Ces corps vont passer par la chapelle ardente qui a été montée, puis la cellule psychologique. Ensuite, ils seraient dirigés vers Marseille, vers la morgue de Marseille, l'Institut médico-légal de Marseille. En tout cas, les gendarmes ont terminé leur travail pour aujourd'hui. Il reste encore quelques gendarmes, 5 ou 6 sur place. Toute la nuit, ils vont passer la nuit sur place. Il s'agit pour eux de sécuriser la zone et d'empêcher que des gens, ou d'empêcher que la zone soit contaminée, car l'enquête n'est toujours pas terminée. En tout cas, les secouristes sont remontés. Certains sont même rentrés jusqu'à Marignane pour se reposer et reprendre des forces, car ils vont reprendre le travail demain matin dès les premières lueurs du jour. Merci Karim Akiki depuis Seine-les-Alpes. François Granger, on a suivi en direct sur France 24 cette conférence de presse du BEA et on a le sentiment que le patron du BEA avait des infos mais qu'il ne voulait pas les donner. Non, je ne pense pas. Il a l'information principale qu'il avait, c'était le bon état relatif de l'enregistreur de conversation et le fait qu'il en a écouté une partie ou peut-être la totalité. Mais simplement, il faut comprendre qu'un enregistreur de conversation, ce n'est pas un magnétophone de journaliste. C'est quelque chose qui est très confus. C'est un bruit de fond continu, à l'intérieur duquel vous arrivez à saisir de temps en temps des brides de paroles, des alarmes, des vibrations, des sons qui demandent à être analysés. Et on ne peut absolument pas en tirer quoi que ce soit sur une première écoute, d'autant plus qu'il s'agit d'un équipage qui n'est pas français. Il faut donc posséder dans la nuance la langue qui est parlée par l'équipage et interpréter chaque mot d'une manière juste. Donc ça prend du temps. Et ça va prendre combien de temps ? Ça, c'est une très bonne question. Pour ça, il faut l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des enregistreurs de conversation qui peuvent être assez simples on va dire, à analyser parce que, par exemple, les pilotes utilisent l'interphone de bord, c'est-à-dire que leur voix est un petit peu plus claire que lorsque l'on utilise le micro qui enregistre le bruit de fond du poste de pilotage. Il y en a d'autres qui sont extrêmement difficiles, tout simplement parce que les voix sont toutes identiques, qu'il faut les identifier
identifier. Ce n'est pas simple. Mais est-ce qu'on pourra les décrypter malgré tout? C'est-à-dire que vous dites c'est difficile, mais c'est difficile au point où ça ne pourra peut-être pas être décrypté? Ah, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais c'est possible qu'on ne puisse pas décrypter. Vous me demandez de porter un jugement sur quelque chose que personne n'a vu encore, ni entendu. Mais c'est possible que ça ne puisse pas être décrypté. Ah, C'est-à-dire qu'on peut avoir une boîte noire avec des sons, mais qu'on ne puisse pas décrypter ces sons. Absolument. Ce n'est pas miraculeux et quelquefois même on n'arrive pas à savoir qui a prononcé tel ou tel mot. Je me souviens d'un cas où il m'a fallu 1 an et demi pour arriver à identifier une voix alors qu'un membre de l'équipage était encore vivant. Philippe Le Caplin. Oui, c'est la raison pour laquelle les experts du BEA emploient ce qu'on appelle des oreilles d'or. Donc ce sont des gens qui ont une oreille très exercée, très fine, et qui peuvent distinguer justement un bruit d'un autre. Une alarme, il n'y a aucun souci. Les alarmes de décrochage, etc. Et ces oreilles d'or sont généralement d'anciens marins, d'anciens sous-mariniers, donc des types qui, dans les sous-marins, écoutent justement les différences d'hélices pour connaître tel bâtiment plutôt qu'un autre. Donc ils ont une oreille très fine, et puis il y a des logiciels informatiques qui permettent de calquer, on va dire, le bruit standard sur le bruit, le son qui a été récupéré dans la boîte noire. Général Vincent Lanata, moi, si j'ai bien entendu François Grangier, il est possible qu'on ne sache finalement peut-être jamais, parce que si on n'arrive pas, c'est le si, parce que malheureusement ce soir on est toujours avec des hypothèses, si on n'arrive pas à décrypter ces boîtes noires, alors il y a une deuxième boîte noire aussi qui peut-être donnera des renseignements, mais est-ce qu'il est possible qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé? Je pense que dans le cas présent, le chef du BEA a quand même donné l'information que les éléments qui étaient contenus dans l'enregistreur étaient des éléments qui pouvaient être exploitables. Bon. Et comme il a été dit maintenant, il ne faut pas s'imaginer que ce qui est exploitable, c'est simplement on branche le magnétophone dans la maison et on a les paroles des uns et des autres. C'est pas comme ça que ça se passe, si vous voulez. Hein. Comme il a été dit, il y a énormément de bruit de fond, etc. Il est difficile de sortir l'information utile. Mais ça sera un travail très important et un travail de fourmi, si vous voulez, des enquêteurs. Mais je pense que il peut y avoir un risque qu'on n'arrive à rien. Mais ça m'étonnerait quand même parce que ils ont des éléments, ils ont, comme vous le dites, des grandes oreilles, des bonnes oreilles. Hein, et avec ça, ils devraient pouvoir arriver à trouver quelque chose. Voilà. Quant à dire exactement ce qui s'est passé, ça sera des interprétations ultérieures. C'est la raison pour laquelle Rémi Jouty, donc le directeur du BEA, a bien précisé que pour décrypter efficacement la boîte noire, le CVR, avec les sons et les voix, il fallait la recouper, la recroiser avec les données, les paramètres de vol qui sont donnés dans l'autre boîte noire, qui est toujours en recherche. Parce que ça a bien été précisé, à la différence de ce qu'avait dit le chef de l'État en début d'après-midi, qui parlait d'enveloppes retrouvées, mais de contenus visiblement dispersés. Le directeur du BEA a dit, pour l'instant, on n'a toujours pas retrouvé cette seconde boîte noire. Et cette boîte noire donc donnera évidemment. Il paraît que cette seconde boîte noire, enfin c'est ce que j'ai entendu dire, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, donne d'ailleurs plus d'indications que la boîte noire que l'on a retrouvée avec les sons. Des centaines de données. Ce sont deux choses totalement différentes. Deux choses totalement différentes. Vous avez l'un qui enregistre la vision des pilotes, enfin ce serait en l'occurrence c'est leur voix, mais on va dire la réaction des pilotes à un événement, et vous avez l'autre qui enregistre sur ce type d'avion, c'est environ 900 paramètres qui sont les données brutes, et qui ne sont pas forcément les données qui sont présentées aux pilotes. C'est-à-dire qu'entre les deux, vous pouvez avoir une digestion des informations qui se traduit par une alarme que le pilote va voir. Donc il est intéressant en fait de croiser les deux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur l'avion et comment ça a été interprété par le pilote. Et à partir de là, on peut effectivement voir si les procédures étaient appliquées, si l'avion a fonctionné, etc. Et donc déterminer peut-être des causes éventuelles. Mais les deux doivent être absolument étudiés avec la même rigueur, de manière à déboucher sur un résultat. Et la première des rigueurs, ça concerne à accorder ces violons. C'est-à-dire que sur votre enregistreur de conversation, vous allez avoir des tops sonores, des bips, toutes les 5 secondes ou toutes les 30 secondes, en fonction des enregistreurs, qui vont donner un rythme, mais qui ne vont pas donner une heure. C'est-à-dire qu'on va savoir que le pilote a dit quelque chose, mais on ne va pas savoir à quelle heure il l'a dit. Et c'est en ce sens que le directeur du BEA a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas parler ni d'enregistreur fonctionnant jusqu'au bout, ni d'enregistreur cohérent avec l'accident, tout simplement parce qu'il ne savait pas à quelle heure ont été prononcés les mots qu'il a entendus.
Et il y a une autre source qui permettra de recouper une troisième fois, et celle-là est fiable, ce sont les messages ACARS, qui sont des données envoyées automatiquement par l'avion à la maintenance de la compagnie, et qui permettent de renseigner un certain nombre de données, comme les moteurs, etc., qui avaient été très importants lors du crash du Rio-Paris. Malika Odia. Je voulais juste rajouter une petite précision. On est là en mesure de voir un petit peu ce qui peut être l'enjeu de l'information vis-à-vis des familles. Lorsqu'on voit... Est-ce que c'est important justement pour les familles de savoir? Juste pour y venir, je vais prendre la séquence de maintenant. On peut considérer que dans cette séquence-là, on peut voir qu'il y a un aspect technique qui est maîtrisé par des techniciens comme le bureau d'analyse et sa conférence de presse de tout à l'heure. Et on voit que on a discuté avec le général avant de rentrer sur le plateau, de dire à quel point dans cette communication, il y a une perception subjective. Qui dit subjective ne veut pas dire qu'elle n'est pas valide, elle peut être valide. Une perception subjective d'un sentiment de comprendre que peut-être qu'il y a des éléments et que peut-être qu'il n'est pas temps, peut-être qu'il est délicat de les transmettre, peut-être, et ça laisse toujours cette tentative, cette envie de rechercher à comprendre. Le fait de rechercher de l'information, c'est chercher à comprendre. Et on peut voir que lorsqu'on ne dispose pas d'informations, on peut les créer. Subjectivement, on peut penser, on peut aller dans une construction. Mais ça vous dit, pardonnez-moi parce que je suis plus trop là, c'est par rapport aux familles des victimes que vous dites ça, c'est-à-dire que vous pensez, vous, que le patron du BEA finalement n'a pas donné non plus des infos, n'a pas laissé filer des informations, parce que par rapport aux familles des victimes, il faut rester extrêmement prudent et qu'on ne peut pas lancer comme ça des infos, c'est ce que vous dites ce soir? Je ne pense pas à ça, mais je ne pense pas que c'était en tout cas son intention, mais il est important de dire que lorsque on donne des informations, on voit que nous, ici dans le plateau, qui sommes comme plus éloignés du crash émotionnellement que les familles concernées, on souhaite comprendre, et les éléments, dès qu'on ne reçoit pas les éléments, on est en mesure d'exiger d'avoir des éléments et de comprendre pourquoi on n'a pas les éléments, etc. Et donc, comprenons que pour les familles, bien évidemment, il est vraiment important de savoir que les éléments qui sont transmis sont valides et sont, j'allais dire, confirmés, et c'est des analyses sérieuses. Et cette soif d'information est d'autant plus grande que pour faire son deuil, il faut savoir pourquoi les choses se sont passées, mais il faut surtout voir l'être cher qui a disparu. En l'occurrence, ce sera impossible. Donc, le corps ne reviendra pas à la maison. Il reste quoi? Il reste savoir si son proche a souffert, s'est vu mourir, dans quelles circonstances finalement il est parti. Pour cela, juste pour vous dire que effectivement, il faut se représenter quand même c'est quoi la situation. La situation, c'est des personnes qui prennent un avion, donc qui de l'autre côté, il y a des gens qui les attendent, comme il y avait des gens qui leur ont dit au revoir, et ce caractère violent et inattendu de la mort. Et de la façon aussi dont les personnes ont pris connaissance de cette information va générer un choc émotionnel fort important. Et à partir du moment où l'information va arriver chez les personnes, cela ne veut pas dire que les gens vont acter humainement. Tous les êtres humains ont ce fonctionnement où on n'acte pas la mort parce qu'on a entendu que quelqu'un est mort, donc on va accepter et intégrer cette information. C'est tout un processus, effectivement, qui peut passer par des phases donc de deuil jusqu'à arriver à intégrer cette information, à savoir accueillir en soi le fait qu'un proche aimé ne sera plus là. Et le fait justement de ne pas avoir le corps, est-ce que ça peut entraver le travail de deuil? Absolument. En fait, il va le compliquer. Il va le compliquer. Pourquoi? Parce qu'il va empêcher toute la ritualisation qui a été instituée de différentes façons, à différentes cultures, à différentes traditions. Comment on fait avec la mort? C'est qu'il y a des rituels qui sont là pour aider les personnes à intégrer le fait de l'absence et la forme que va prendre la présence de l'être cher, de l'être aimé, qui ne va pas être présent physiquement. Donc on parle de cette absence physique, donc de ne plus pouvoir avoir une personne. Le fait de retrouver un corps aide à accomplir ce rituel, la mise en terre, etc., ou les incinérations, peu importe. Il y a un rituel qui va être orchestré. Alors que là, les familles vont se sentir privées de pouvoir accomplir
ce rituel. Général Vincent Lanata, je reviens toujours sur cette question. Vous pensez que l'on connaîtra un jour la vérité? Je vous pose la question parce que finalement, quand on voit ce qui s'est passé avec la Malaysia Airlines, finalement cet avion qui a disparu en pleine mer, et pourtant on a quand même aujourd'hui, des moyens de recherche, des moyens satellites qui sont vraiment multiples. On n'a jamais pu comprendre ce qui s'était passé, et c'est vrai aussi avec le vol donc de Asia Airlines aussi au mois de décembre. Les autorités finalement malaisiennes n'ont jamais expliqué ce qui s'était passé. Est-ce qu'il est probable que l'on ne sache pas la vérité? Dans le cas présent, on a quand même beaucoup d'éléments. On a la trajectoire de l'avion, on a l'endroit où il est tombé, ça c'est important, on a les débris, on a trouvé un enregistreur, on trouvera sans nul doute le second, et je crois qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour arriver à savoir la vérité. Alors savoir quand, comment, tout ça il faut attendre aujourd'hui. Il faudra retrouver le deuxième enregistreur, parce qu'un seul enregistreur ne suffit pas, il faut les croiser pour avoir toutes les données. Il sera, vous pensez, parce que, pardonnez-moi, mais quand on a vu hier l'état de l'appareil qui est complètement pulvérisé au sol, on a vu ces débris, je crois qu'il y a les seuls gros morceaux de carcasse sont des carcasses de 1 mètre, ce qui n'est pas énorme, ce que je lisais aujourd'hui dans le Figaro. Est-ce qu'on est certain de retrouver cette seconde boîte noire dans son intégralité? Il y a une forte probabilité pour qu'on la retrouve. Dans son intégralité, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être pulvérisée comme l'a été le reste de l'appareil? Les enregistreurs sont particulièrement protégés. Ils sont protégés au choc et ils sont protégés aux hautes températures. Un enregistreur, je ne crois pas me tromper, résiste à 1200 ou 1300 degrés. Quelque chose comme ça. Et au choc aussi. Alors on le retrouvera certainement en mauvais état. Il est arrivé qu'il y ait des enregistreurs qui soient complètement démolis. Mais dans le cas présent, on peut espérer qu'on le retrouvera. L'avion était, tout au moins à ce stade de l'enquête, est signalé intègre au moment de l'impact. Donc tous les débris sont présents. Donc, déjà, on a l'avion entier. Alors, il est de fait que ces débris sont extrêmement petits et par voie de conséquence difficiles à analyser. Mais cela dit, si on ne trouve pas d'informations suffisamment précises et intéressantes sur les enregistreurs, on passera à l'étape suivante qui est l'analyse des débris. Et les deux autres accidents que vous avez cités sont fondamentalement différents. Et sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est évident qu'on a un certain nombre de matériaux qui vont permettre de travailler. Alors après, il faudra y positionner dessus une question de temps. Écoutez un enregistreur de conversation, vous avez vu que c'est 24 heures. Il est arrivé hier, on l'a entendu aujourd'hui. Un enregistreur de paramètres, c'est un petit peu différent parce qu'il faut parler le même langage que l'enregistreur et il faut extraire les 0 et les 1 de l'enregistrement digital de manière à les transformer en valeurs correspondant aux divers paramètres qui sont enregistrés, altitude, vitesse, etc., en mettant justement ces 0 et ces 1 dans les bonnes cases. Pour ça, il faut un programme de filtrage et l'utilisation de ce programme et la traduction de ce que dit l'enregistreur prend plus de temps que pour un enregistreur de conversation. Si tout ça ne fonctionne pas, on passera à l'analyse des débris et on trouvera peut-être des choses intéressantes. Mais de là à dire que l'on ne trouvera pas la cause de l'accident, bon, il y a quand même de l'eau qui va passer sous les ponts. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres. On reviendra sur les différentes hypothèses, parce que ce soir, la piste est terroriste et malgré tout, tout le monde l'a en tête, avec le contexte international n'est pas tout à fait écarté. On parlera des autres hypothèses et puis on reviendra évidemment parce que c'est l'image symbolique très forte de la journée. François Hollande aux côtés de Angela Merkel et de Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol. Une image symbolique très forte. Les 3 dirigeants européens qui étaient donc aujourd'hui sur les lieux du crash. À tout de suite.